Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Samir Ouazen qui, avec Jean-Éric Boulin, a écrit le livre La République magique, soigner l'âme française chez Pauvert. Samir Ouazen est écrivain, Jean-Éric Boulin est romancier. Ils appartiennent tous les deux au collectif qui a fait la France et puis ils ont, au cours de leur vie, eu une longue expérience dans les pays anglo-saxons. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir fait ce livre? Alors, la République magique. Pourquoi déjà ce titre? Alors, quand on a commencé à réfléchir à toutes ces questions d'identité en France, on s'est rendu compte que pour nous, il existait une sorte de pensée magique républicaine. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Euh, on croit qu'il existe dans la culture républicaine une sorte de prétention à l'universel. Euh, une prétention que l'on connaît tous, c'est la République une et indivisible, etc., le pays des droits de l'homme. Euh, cette prétention, elle est romantique, elle est belle, mais on en est fier. Mais dans les faits, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a en France une véritable crise de cet universalisme. On arrive quand même au point où le Premier ministre au pouvoir parle lui-même à propos du pays qu'il gouverne d'apartheid social, territorial et ethnique. Ce qui nous amène à penser que cette prétention à l'universel est creuse, est une sorte de totem creux, une sorte de pensée magique, c'est-à-dire une pensée incantatoire, mais qui ne se traduit dans les faits, en l'occurrence, par son contraire, c'est-à-dire une hantise de la différence, une hantise de ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité, une sorte de diversophobie, une hantise de tout ce qui est assimilé à n'être pas la raison, avec un grand R, à savoir le religieux, une hantise aussi du peuple. Et lorsque nous abordons cette question de la hantise du peuple, nous montrons bien que cette hantise du peuple existe en creux de quelque chose qui est fondamental dans la culture républicaine française, à savoir l'élitisme à la française. Donc, ce qui est important aussi à dire à propos du sens de ce livre, c'est que pour nous, être capable de dépasser cette pensée magique républicaine, c'est un enjeu en fait quasiment civilisationnel. On pense que aujourd'hui la France a besoin de se créer une nouvelle symbiose culturelle, une symbiose culturelle qui soit adaptée au fait que dans les faits, la France est un pays aujourd'hui multiculturel. Vous évoquez, c'est assez rare pour être souligné, le rapport de la France à la question de la race, la question de la blancheur, donc la question du noir, etc. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, il y a, pour reprendre une formule de Achille Mbembe, un impensé républicain de la race. Alors, bien sûr, précisons tout de suite que nous n'employons pas du tout le mot race dans un sens scientifique. Il ne s'agit pas de dire que l'espèce humaine est divisée en groupes euh, qui seraient comme des sous-catégories. Non, il s'agit simplement d'un concept critique, d'un concept historique, euh, qui vise à décrire le fait qu'il y a eu une racialisation au sein même de l'espace français d'un certain type de personnes, à savoir les personnes non blanches. Alors c'est quelque chose aujourd'hui qui commence à être bien documenté par des historiens comme Françoise Vergès, Pascal Blanchard. Françoise Vergès, par exemple, a bien montré comment, dans l'expérience coloniale, il y a eu une forme de mise à distance raciale au sein même de la citoyenneté française. Alors ça commence par exemple dans les années 30 par le fait que en Algérie, par exemple, pour accéder à la nationalité française, officiellement,
que cette accession soit possible pour des personnes qui sont non blanches, alors que dans les faits, on voit bien que les Siciliens, les Maltais, etc., acquièrent la nationalité française, tandis que les non-blancs, donc les indigènes, eux, accèdent à la nationalité française de manière très rare. Il s'agit vraiment d'une petite élite de la bourgeoisie locale. Et puis on voit dès 1946 apparaître le statut de la citoyenneté coloniale, avec ce statut de Français musulmans d'Algérie, qui vient au sein même de la citoyenneté française introduire une différence, un seuil entre deux types de personnes en fonction finalement de leur race. Hein. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que cette culture coloniale, cette culture de la race, est-ce qu'elle a traversé l'expérience coloniale pour venir jusqu'à nous? Alors, on peut, et c'est assez évident, parler de ce que Tocqueville faisait remarquer à propos d'esclavage dans son classique de la démocratie en Amérique. Il observe que il faut observer le fait que bien après que les esclaves soient affranchis, il persiste dans les mentalités un mépris qui, lui, est de nature raciale, une distinction raciale entre les êtres, et que si, et c'est ce que nous disons, on ne fait pas d'efforts pour décoloniser ces imaginaires, oui, il y a une transmission logique à travers les générations, et qui fait que aujourd'hui, il y a une forme de racialisation inconsciente de ces questions-là d'identité. C'est vrai qu'on arrive quand même au point où Manuel Valls parle d'apartheid ethnique, et parmi d'autres types d'apartheid. Et donc, en effet, cette thèse est corroborée par la déclaration du Premier ministre. Très bien. Ce que j'ai trouvé aussi original dans votre livre, c'est vous parlez de l'emprise angoissée de l'État. Donc il y a une réflexion sur la race, vous venez d'y faire référence à l'instant, mais aussi une réflexion sur l'État français dans son rapport à la République. Dites-nous en plus. Alors, si on veut parler de l'État, tout d'abord, je pense qu'il faut parler de la France en tant qu'idée. Nous, ce qu'on décrit, c'est que c'est une France qui se voit comme dotée d'un super-ego, comme une superpuissance morale. Il existe une forme de narcissisme d'État, une sorte de narcissisme politique en France, ce qui d'ailleurs a été souligné par Azar Singh, qui est un professeur à Oxford, qui étudie la France, qui a fait un livre qui s'appelle « La France, le pays qui aime les idées », et qui a montré qu'il existe pour lui, existe une sorte de mécanisme tout à fait intéressant, avec cette idée que la France se voit toujours comme devant jouer un rôle prééminent. C'est la fameuse phrase de De Gaulle, la France n'est elle-même qu'au premier rang. Mais lorsqu'elle rencontre des difficultés, comme aujourd'hui on le voit, pour des raisons économiques, géopolitiques, etc., lorsqu'elle se sent finalement déclassée au sein du concert des nations, eh bien, alors, pour reprendre la formule de Azar Singh, elle pense que tout est foutu. C'est-à-dire que là, naît en effet une forme d'angoisse de déclin, et qui est tout à fait paralysante. Alors ensuite, on peut parler plus précisément des mécanismes qui, au sein de cet État, font que, en effet, il y a cette emprise angoissée dont vous parlez. On peut dire qu'il existe une verticalité à la française, qui est très certainement héritée de toute une culture aristocratique. On voit là une ligne se tracer entre l'autoritarisme de Louis XIV, le jacobinisme, l'État-providence, et qui, avec cette figure de l'élitisme républicain, qui en creux est une sorte de mépris du peuple, avec une sorte de magistralité à la française. Là, on peut le voir dans des exemples même très simples, comme l'enseignement, où vraiment, comparé aux pays anglo-saxons, l'enseignant est vraiment au centre des enjeux et non l'élève. Et puis, il existe aussi toute une sorte de culture, un esprit de cour, qui est tout à fait
perceptible lorsqu'on s'intéresse aux médias, à la manière dont ils retranscrivent l'actualité politique, à l'intérêt qu'ils donnent à toutes ces histoires de visiteurs du soir, à toutes ces métaphores napoléoniennes, monarchiques, concernant les présidents, à l'intérêt que l'on a en France. Plus finalement pour les intrigues, les petites phrases qui nous ramènent à la cour de Louis XIV, plus qu'au fond des débats. Comment on s'en sort de toute cette situation? C'est quoi vos propositions, puisque vous y venez longuement dans la dernière partie du livre? Alors, nous, l'idée une des idées qui nous tient à cœur, c'est cette idée de replacer de la sensibilité dans le politique. Alors bien sûr, ça peut paraître utopique. Donc, mais concernant ces sujets-là, ça nous permet d'avancer quelques petites propositions. On fait un plaidoyer pour le politiquement sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple tout simple. Éric Zemmour, aujourd'hui on sait qu'il a été condamné pour des propos très durs, comme le fait qu'il expliquait qu'il était légitime de refuser des Noirs et des Arabes pour un employeur. Il a été condamné, je crois, de mémoire à quelques milliers d'euros. Aux États-Unis, quelqu'un comme Donald Sterling, qui était le propriétaire d'un des principaux clubs de basket américains, avait tenu des propos dans le cadre privé qu'il incitait son ami à ne pas fréquenter les personnes noires. Il a été totalement exclu de la vie publique. Il a dû revendre un club à 2 milliards de dollars, payer 2 millions de dollars d'amende, parce qu'on estime en fait que le sensible, il a atteint vraiment la sensibilité des gens, et il a aussi changé la sensibilité politique des masses. À savoir, par exemple, ici, lorsque Zemmour dit ça, dans les faits, oui, je pense qu'il y a des gens qui considèrent que, puisque Zemmour a dit qu'il était légitime de refuser des gens en fonction de leur couleur de peau, ils vont le faire. Donc là, il y a quelque chose de... Et puis, aussi, en rapport avec cette question du sensible, on parle de la possibilité de l'existence d'un prince poète. Alors là aussi, ça paraît utopique, etc. Mais en fait, ils existent déjà autour de nous. On a vu par exemple Christiane Taubira, qui, lors de son discours lors du vote du mariage pour tous, qui a récité ce poème, ce que nous allons faire est plus beau qu'une rose, etc. Barack Obama, faire son fameux discours Amazing Grace, Trudeau, multiplier les discours, les actes symboliques. On pense que là, en effet, il y a une forme de poétisation du réel par le politique qui peut, à un moment donné, si vous voulez, créer cette cohésion culturelle qui n'existe pas. Et ça peut vraiment, pour nous, être quelque chose qui finalement ne coûte pas grand-chose, mais qui peut vraiment changer en fait la société. Ensuite, un dernier élément. Voilà, alors un dernier élément, en rapport peut-être avec l'État, on pense que le rapport entre l'individu et l'État en France, en effet, est très marqué par cette figure de l'État-providence. Nous, on plaide pour des solutions qui s'inspirent de l'empowerment à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, le politique est plus là pour donner à l'individu les moyens de créer par lui-même, de s'en sortir par lui-même, d'être autonome, plutôt finalement que d'être celui qui le protège, d'être celui qui lui donne les moyens de s'épanouir par lui-même. Merci, je me permets vraiment d'insister, c'est un livre novateur dans le paysage intellectuel français par rapport à nos réflexions notamment sur les banlieues et tous les Françaises et les Français qui y vivent. Merci à vous Samir. Merci à vous. À bientôt.